groupe qui a une très ancienne histoire et qui s'est construit dans tous les métiers de production d'énergie d'une manière ou d'une autre, et nous avons contribué à construire les infrastructures de production d'énergie dans 70 pays du monde. Et donc par définition, nous sommes devenus un très gros émetteur de carbone. Par définition, par construction. Et vous avez dit tout à l'heure, vous invitez ici les groupes qui sont disruptés par le digital. En fait, nous, ce qui nous est arrivé, c'est pas ça. Nous, notre sujet, c'est de se trouver à un moment où le monde était en train de comprendre à quel point le sujet du réchauffement était un challenge majeur. Nous sommes retrouvés à vraiment avoir à faire un choix. On fait partie du problème ou on fait partie de la solution. Bon, on a décidé de faire partie, je ne vais pas vous surprendre beaucoup, de la solution. Et ça veut dire que en quelques années, nous avons décidé de pivoter complètement, et nous sommes un groupe qui, jusqu'ici, au fond, était dont le métier principal, c'était de produire de l'énergie et d'être rémunéré pour ça, dans beaucoup de pays du monde. Et aujourd'hui, nous sommes un groupe dont le premier métier, c'est d'aider les clients à consommer moins d'énergie et d'être rémunérés pour ça. Et alors, nous avons fait cela parce que la seule façon d'aller vers zéro carbone, c'est de commencer par réaliser que la meilleure énergie, c'est encore celle qu'on ne consomme pas. Et c'est très important de faire ça d'abord, parce que d'abord les gisements sont considérables. Et puis si on ne fait pas ça d'abord, on se heurte très vite à une limite qui est qu'on va droit vers une augmentation des factures d'énergie. Si on essaye simplement de décarboner le système en passant d'énergie carbonée, des énergies décarbonées, forcément la facture elle augmente. Parce qu'à l'unité, l'énergie décarbonée elle est plus chère que l'énergie carbonée. Elle n'est pas forcément plus chère pour l'éternité, mais pour au moins 10 ou 15 ans, elle est plus chère, parce qu'il faut amortir toute une nouvelle génération d'équipements. Donc la seule manière de réconcilier, vous savez, fin du monde, fin du mois. Fin du monde, c'est les étudiants dans la rue le vendredi. Et fin du mois, c'est les gilets jaunes dans la rue le samedi. Bon, ces deux contraintes existent. Il faut décarboner, et même très vite. Et pourtant, on ne peut pas le faire en augmentant les facteurs d'énergie. La seule façon de sortir de tout ça par le haut et de réconcilier ces deux contraintes-là, c'est de commencer par les négawatts, comme on dit souvent avec un N majuscule, l'énergie qu'on ne consomme pas. Et là, j'en viens au digital, parce que alors vraiment, c'est devenu la tech, l'énergie. C'est de la tech. On en répète ça avec Yves toute la journée, parce que pour provoquer finalement la reconfiguration complète des usages de l'énergie, pour en consommer beaucoup moins, il faut équiper tous nos systèmes de digital. Tous les nouveaux systèmes énergétiques sont équipés de digital absolument à tous les étages. Il y a des capteurs partout, il y a de l'IoT à très grande échelle, il y a du software. Donc notre métier, c'est vraiment devenu un métier dont le digital est absolument indissociable. Et nous avons pris l'habitude de dire, finalement, les nouveaux systèmes énergétiques, ils sont 3D, ils sont décarbonés, ça, bien sûr, mais ils sont décentralisés, c'est-à-dire que ça se passe à l'échelle d'un building, par exemple, avec une solution intégrée, qui est extrêmement sobre en consommation, et ils sont digitalisés, parce qu'encore une fois, il y a de la tech absolument à tous les étages de ces nouveaux dispositifs-là. Donc le digital, c'est devenu absolument au cœur de notre métier. C'est pas qu'on a une stratégie digitale, c'est qu'on a une stratégie au cœur de laquelle se trouve le digital. De même qu'on n'a pas une stratégie CSR. La responsabilité sociale, environnementale, elle est absolument le cœur de notre stratégie. Voilà, donc venir vous parler du digital ce soir, c'est une vraie motivation. Qu'est-ce qui a servi d'électrochoc en interne, et comment est-ce que vous avez entraîné tout le monde dans cette aventure? La prise de conscience, pour formuler les choses différemment. Oui, alors vous avez raison, c'est une transformation gigantesque, et elle touche jusqu'au plus profond de notre organisation. Je pense que la clé, c'est de donner envie. Et alors d'abord de dire la vérité. Clairement, nous, avec notre profil très carboné, on était un groupe en décroissance. Il y a un chiffre dont je me souviendrai toute ma vie, parce que c'est l'année où j'ai été désignée comme futur CEO, 2015. Croissance organique d'Engie, moins 14% de notre résultat. Alors même quand vous êtes un groupe solide,
vous voyez très bien que ce sont des spirales très compliquées à gérer. Et en plus, ce n'était pas la première année. On avait eu 2-3 années déjà de décroissance systématique parce qu'on n'était plus au cœur de ce qui était attendu. C'est tout simple. On avait un profil qui n'était plus au cœur de ce que veut la société d'aujourd'hui. Bon, donc, regardez ça de manière lucide, partager ces données de manière large, ça a été absolument essentiel. Et ensuite, bâtir avec toutes nos équipes un projet qui leur parle, qui fasse du sens à leurs yeux. Et la société civile, vous savez, elle est dans nos entreprises, tout pareil. Donc la problématique du réchauffement, c'est quelque chose qui parle à nos collaborateurs. Devenir le leader de la transition zéro carbone, en particulier pour nos entreprises, ça parle à nos collaborateurs. Donc ça commence comme ça. Et après, moi, la meilleure recette que je connais, c'est de donner le maximum de capacité d'initiative aux gens. Et donc, transformation pour transformation, on en a profité pour changer assez fortement la morphologie du groupe, qui était, et c'était naturel, un groupe assez centralisé. Et c'est normal, quand vous construisez des centrales thermiques qui coûtent 1 milliard pièces, les décisions se prennent au sommet de l'entreprise. C'est logique. Mais on a un groupe beaucoup plus décentralisé, logique aussi, absolument nécessaire. Des petits systèmes agiles à l'échelle d'un building, ça ne se décide pas au corporate, ça se décide sur le terrain. Donc on a profondément changé de ce point de vue-là aussi. C'est-à-dire qu'on a poussé le centre de gravité de décision du groupe vers le bas, sur le terrain, le plus proche possible du client. Le Cloud First, ça a été une des premières bascules qu'on a osé. Il y a 3-4 ans, la plupart des grandes entreprises se posaient la question de savoir si telle ou telle application pouvait ou non basculer. Ce que j'ai mis en place, avec l'appui d'Isabelle et de mes collègues, c'est il faut m'expliquer pourquoi on n'y va pas. Parce qu'à l'évidence, en termes de puissance, c'est un facteur gigantesque. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses que nous gardons chez nous, mais l'essentiel a basculé. Oui, le premier contre-argument qu'on a dû vous servir, c'est évidemment des problématiques de sécurité de vos données et de vos maîtrises, de la maîtrise de ces données. Comment est-ce que vous avez répondu à ça ? Bien, on a répondu de plusieurs façons. D'abord, on a appliqué les procédures que nous avions en interne et qui étaient déjà particulièrement sérieuses et sévères. On a choisi des partenaires stratégiques dont nous pensons qu'ils sont à la hauteur. Et puis, nous avons considérablement renforcé nos activités dans le domaine de la cybersécurité, en particulier avec un partenaire avec une très grande entreprise française. À l'évidence, les technologies aujourd'hui permettent des gains en efficacité opérationnelle. Et effectivement, nous avons une dizaine de plateformes, une dizaine de grands softwares dont nous maîtrisons les composants principaux. Et évidemment, puisque un des piliers de notre stratégie, c'est un engagement très sincère et mondial autour des technologies renouvelables, nous avons développé une plateforme logicielle que nous appelons Darwin et qui permet de piloter l'ensemble de nos parcs éoliens, de nos fermes solaires, de nos capacités de production hydroélectrique et depuis peu nos capacités de production en biogaz. Donc en fait toute la palette du renouvelable se trouve administrée par cette plateforme software. Nous en avons une deuxième que nous appelons Nemo et qui permet de piloter nos réseaux de chaud et de froid. C'est quelque chose qui est peu connu, mais nous sommes un des leaders mondiaux des réseaux de chaud ou de froid. Nous avons récemment signé un très grand contrat en Amérique du Nord et la capacité de pilotage à la seconde de ces réseaux est un facteur essentiel de leur efficacité, que ce soit une efficacité technique, là encore, pour sauver autant d'énergie que possible, mais aussi, et j'en reviens à la finalité, de faire en sorte que nous gagnions des contrats. Ces logiciels, ils ont deux facettes. Ils ont la facette d'efficacité opérationnelle et ils ont la facette que, au moment où nous sommes en compétition, et nous le sommes quasiment tout le temps, eh bien, ce sont ces logiciels qui vont nous permettre de faire la différence. Faire la différence sur le devis et faire la différence finalement dans la confiance qu'ils permettent de créer avec le client, que ces gens-là, ils connaissent leur affaire. Notre métier d'aujourd'hui, c'est de proposer clé en main des roadmaps zéro carbone. Ça veut dire que, je vais vous prendre un exemple, on vient de le faire aux États-Unis, effectivement, pour un très grand campus universitaire. Je vous promets, je ne suis pas longue. Mais ça, imaginez-vous, c'est une petite ville, et encore, 100 000 personnes qui vivent sur le campus. Qu'est-ce qu'on fait pour ce campus ?
on a fait le screening dans le détail de tout ce qui consomme de l'énergie sur le campus. Le chaud, le froid, l'air comprimé, la ventilation, le transport, la gestion des déchets, etc. Et on s'est mis à monitorer tout ça. Ben là, il faut des logiciels à très grande échelle. Et puis, on s'est mis à remplacer les équipements qui peuvent être upgradés et être beaucoup plus efficaces. On a prévu d'investir, c'est à très grande échelle, ce que je vous dis, $1,2 milliard dans le remplacement des équipements de chaud, de froid, par exemple. Et puis, on vient avec, pour l'énergie qui reste nécessaire, de l'énergie verte qui vient soit du campus lui-même, en mettant des panneaux solaires sur le toit, soit de l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La solution clé en main qu'on propose aux clients, en fait, elle est englobée dans un suivi digital de l'ensemble. Donc, le digital, pour nous, c'est pas juste gagner quelques pourcents de disponibilité en plus d'une centrale éolienne. Le digital, pour nous, c'est la capacité à proposer des offres que, pour l'instant, très peu de groupes, j'allais dire personne, très peu de groupes sont capables de proposer parce qu'on arrive avec quelque chose qui couvre l'ensemble de la problématique énergie, qui permet de designer une solution qui, en plus, offre la traçabilité du chemin vers zéro carbone. Donc le digital, c'est pas une manière de faire un peu mieux qu'avant. C'est une manière d'adresser un besoin qui est considérable, qui est de plus en plus aigu pour les entreprises qui ont des sujets de réputation évidents et qui nous permet de proposer une solution d'ensemble. Je suis Philippe Soulier, donc je suis le patron de Valtus. Donc nous accompagnons des nombreux ETI dans leur cadre de transformation. Et je voudrais vous demander pourquoi le facteur temps est si important dans le cadre de votre transformation. Alors d'abord, puisque notre métier c'est la transition au zéro carbone, il y a urgence, je crois que je n'ai pas besoin de m'étendre beaucoup, on n'y est pas du tout. Mais pas du tout. On n'est pas du tout sur le rythme de 2 degrés. L'Europe, c'est la seule région du monde où les émissions de CO2 très vaguement décroissent. Partout ailleurs, elles augmentent. Donc, on est très loin du compte en termes de vitesse. Donc, il y a urgence de ce point de vue-là, fondamentalement. Et ensuite, nous, dans notre stratégie, elle est absolument dans le cœur de ce dont les gens ont besoin. Transition zéro carbone pour les entreprises, tout particulièrement. La demande est considérable, donc on pourrait se dire, on a le temps. En fait, les bonnes idées appartiennent à tout le monde. On est dans un monde d'open source. Donc la capacité à implémenter vite votre stratégie, c'est capital. C'est capital parce que, sauf si vous êtes trompé, ce que je n'espère pas, vous êtes copié. Très vite, vous êtes copié. Donc, en fait, c'est une habitude d'être en avance. En tout cas, ça doit devenir une habitude d'être en avance. Donc, vous voyez, la vitesse d'exécution, chaque semestre, c'est extrêmement important. Nous, on fonctionne avec des objectifs qui sont sur des temps courts, précisément pour rester dans une gymnastique permanente de réviser nos objectifs. Alors, il y a le cap de très long terme, mais l'objectif au trimestre, tout le temps, et mettre plutôt les gens, toutes nos équipes, à réfléchir sur des cycles qui se comptent en semaines et qui se comptent pas en mois. Bonjour, Nicolas Forcade, Viva. Alors ça va dans le sens, c'est bien parce que ça introduit ma question. Je voulais savoir si pour vous, on peut dire que Engie ambitionne de devenir l'Amazon de l'énergie. Donc ça veut dire 2 choses, ça veut dire beaucoup de choses. J'ai surtout noté agrégateur de multiples offres d'énergie, bien entendu, et puis quelque chose qui me tient à cœur, qui est l'excellence de la qualité de service. Alors Yves on va répondre en duo, mais d'un mot, nous on fait vraiment du tailor-made. On fait du clé en main, on fait du as a service, comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire que pour une entreprise, on vient avec une solution qu'on bâtit avec elle, qu'on co-construit avec elle. C'est vraiment une démarche B2B fondamentalement. De ce point de vue, il me semble qu'on est assez loin d'Amazon. Je crois qu'il y a un point commun avec notre ambition et ce que un certain nombre de géants du web savent faire et nous ont appris, c'est ça marche toujours. Quand mon téléphone sonne, c'est rarement pour me dire bravo, merci. Quand mon téléphone sonne, c'est que quelque part, il y a eu une difficulté de production et qu'il faut faire quelque chose. Et donc, je pense que c'est vrai pour nos clients, les services que nous rendons à nos clients, c'est vrai dans nos sites de production. Tant que ça ne marche pas, on est inaudible sur rien.
Et donc, cette obsession de la qualité de service, du service continu, qui était dans l'ADN d'un certain nombre d'entreprises constitutives du groupe, d'ailleurs. Puisque si on regarde un peu l'histoire, la famille du gaz était une famille qui était et qui est toujours très engagée dans la qualité de service, au quotidien. Et c'est quelque chose qui, je crois, est très important. Ça marche. Et après ça, on peut parler d'autre chose. Et au service de nos clients, il faut que ça marche. Voilà. Bonsoir, Virgile de la société Antid. Je reviens sur un point que vous avez précédemment évoqué, le recrutement notamment et l'attrait de certains talents. Je voulais savoir, alors que la majorité des métiers donc de la transformation énergétique de l'ère du digital n'existe pas encore, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous entourer justement des bons candidats capables de justement répondre à ces enjeux d'avenir ? On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Je pense qu'il faut d'abord leur proposer une vision claire sur la raison d'être de l'entreprise. Et je crois que nous en avons une, et elle a été expliquée par Isabelle, et je crois que c'est quelque chose qui parle très fort aux jeunes générations. Je crois qu'ils ont une attente que peut-être d'autres générations avaient moins, de donner un sens à leur vie, de participer à quelque chose qui est plus grand qu'eux. Et ça, c'est l'ingrédient principal. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve dans une situation où nous avons, je crois, 80% de plus de CV l'année dernière qu'il y a 3 ans. 80%. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, on a besoin de NTIT sûrement par ailleurs, mais on n'a pas grand-chose à faire pour avoir un flux entrant, pas grand-chose d'autre que de proposer du sens. Bien. La deuxième chose, c'est de faire des choix technologiques qui soient motivants. Nous avons besoin de beaucoup d'ingénieurs, de techniciens, et travailler sur des technologies de pointe, c'est finalement ce que les jeunes ingénieurs, les jeunes techniciens attendent. Et donc, si vous êtes très clair sur les choix technologiques que vous avez faits, là encore, vous avez un facteur accélérateur à votre capacité d'attraction. Et puis, si après ça, vous mettez en face de la personne que vous recevez un monsieur ou une dame avec lequel ça clique, même si c'est le recruteur qui va passer l'examen et pas l'inverse, comme le disait Isabelle, enfin, si c'est un monsieur ou une dame qui a l'habitude de passer les entretiens, et pas de les mettre en scène, eh bien vous allez avoir un bon flux qui va bien. Je voudrais insister sur un deuxième point, qui est le fait que je crois qu'une entreprise et le succès d'une entreprise, c'est un écosystème aujourd'hui. C'est un mot un peu galvaudé, mais auquel je crois beaucoup. C'est-à-dire que les partenaires que vous assemblez autour d'un projet comme celui de l'Université de l'Ohio, que Isabelle citait tout à l'heure, ou sur un grand développement, ou sur une plateforme logicielle, les partenaires stratégiques que vous avez choisis, en fait, ils font partie de l'aventure. Et cette frontière entre le dehors, le dedans et le dehors, eh bien, elle se voile rapidement. Et je trouve, dans un certain nombre d'équipes, c'est très difficile de savoir qui est Engie et qui fait partie de notre écosystème. Ils sont tous passionnés par ce qu'ils font, et c'est ça qui fait qu'ils vont aller un cran plus loin et qu'ils vont livrer avant la concurrence quelque chose qui aura un truc en plus. Lorsqu'il s'agit de parler d'argent numérique, donc là je parle vraiment de tout ce qui est virement, transfert, PayPal, Visa, tout ce que vous voulez, carte bleue. Aujourd'hui on est dans une situation où on peut le faire. On peut s'envoyer de l'argent sur Internet, c'est faisable, on s'envoie des virements régulièrement, des prélèvements, etc. Mais à une seule condition, qui est celle de passer nécessairement par un intermédiaire de confiance. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le cash physique. Vous en conviendrez que si je vous donne directement d'une main à une autre main un billet de 10 €, il n'y a pas eu d'intermédiaire dans cette transaction. Dans le monde numérique, vous avez forcément un intermédiaire dans cette transaction. Que ce soit la banque, PayPal, Visa, Lydia, qui vous voulez, une chambre de compensation, il y a toujours quelqu'un dans cette transaction. Le but de Bitcoin, au départ, et vous l'aurez compris évidemment en 2008-2009, à moins d'avoir vécu dans une cave, la crise financière battait son plein. Et au-delà d'une crise financière, de surcroît, c'était une crise de confiance. La confiance est un sujet qui est au cœur des sujets blockchain et crypto-actifs. Eh bien, on a un monde dans lequel il y a des gens qui ne font pas forcément confiance complètement aux institutions financières traditionnelles. Et la crise de 2008, la crise de 2009 a exacerbé ça. Évidemment, depuis 2009, un certain nombre d'événements financiers ont étayé, ou en tout cas ont abreuvé les défenseurs de cette idée-là d'arguments. Le but de Bitcoin, c'est de dire justement à toutes ces personnes-là, j'offre une alternative, je vous permets de faire du transfert
d'argent en ligne sans passer par un intermédiaire. Alors ça a l'air ridicule comme ça. En tout cas, ça n'a pas l'air majeur. Pourquoi on en parle comme d'une révolution, de savoir faire ça sans un intermédiaire? Parce qu'en réalité, ça a résolu un problème fondamental d'Internet. Et là, si vous comprenez ça, vous avez compris 85% du sujet et vous avez vraiment passé un cap. Pourtant, ça a l'air tout bête, mais en réalité, je vais vous exposer la situation suivante. Sur Internet, quand vous envoyez quelque chose, en réalité, vous faites un abus de langage. Vous n'envoyez rien du tout. Ce que vous faites, c'est de la copie. En permanence, vous copiez toute la journée. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on parlait d'Internet comme de l'imprimerie 2.0, parce qu'on peut copier partout dans le monde, hyper rapidement, à moindre coût, etc., etc. Mais on n'envoie rien. Prenez cet exemple tout bête, mais si je vous envoie une carte postale, a priori, je ne l'ai plus. Si je vous envoie un email, vous l'avez encore, et moi, je l'ai aussi toujours. Ça a l'air ridicule comme ça a l'air tout petit comme différence. En réalité, ce que je viens de vous dire, c'est qu'on ne sait pas gérer la rareté sur Internet. Tout ce qui est rare, tout ce qui est original, on ne sait pas le gérer sur Internet. C'est la raison pour laquelle, quand on fait des actes légaux, quand on va chez le notaire, quand on va chez diverses personnes de ce style-là, eh bien on passe par du papier. Parce que ce sont les seuls documents qui font foi juridiquement, on peut garantir que c'est un original, etc. Si je vous envoie un PDF, si je le copie chez vous, ça peut être le 150e, comme ça peut être le 10 millième, ou la 150 millionième copie de ce même PDF. Ce que Bitcoin permet fondamentalement de faire, évidemment, je n'ai pas le temps de l'expliquer en 20 minutes comment ça fonctionne, mais la proposition de valeur, ce qui fait que c'est radicalement nouveau et différent, c'est que vous arrivez pour la première fois à faire un coupé-collé sur Internet. Vous prenez un Bitcoin, vous l'envoyez à quelqu'un, vous ne l'avez plus. Alors, dites, c'est de ça dont on parle toute la journée comme d'une révolution. Oui, c'est majeur. En réalité, c'est là que se joue la vraie révolution derrière ce qu'on peut entendre derrière blockchain, Bitcoin, etc. C'est que vous êtes capable pour la première fois d'envoyer de la valeur sur Internet sans passer par un tiers de confiance. C'est fondamental, c'est majeur. La seule chose qui détermine aujourd'hui combien vaut un Bitcoin, c'est le marché. Et donc aujourd'hui, alors évidemment vous doutez que ces derniers temps j'ai dû reprendre la copie d'écran plusieurs fois, aujourd'hui on est autour de 11 000 $ le Bitcoin. Alors quand vous voyez la courbe où elle commence en 2012, pourquoi pas 2009? Parce qu'en 2009 personne n'en voulait, donc ça valait littéralement zéro. Donc évidemment si vous avez investi en 2012, c'est un peu plus rentable qu'un livret A. Maintenant, si vous avez investi en janvier 2018, c'est un peu moins rentable qu'un livret A. Quels sont les vrais avantages fondamentaux de ce nouveau moyen de paiement, de cette nouvelle monnaie en tant que telle? Alors monnaie, il y a débat économique, évidemment, on pourra y revenir par la suite. C'est que pour la plupart des activités que vous pouvez faire autour de la transaction, eh bien, ça va souvent coûter moins cher, ça va être plus rapide, ça va être partout dans le monde. Je prends un exemple sur le marché des remises, des remittances, donc qui est un marché de gens qui travaillent dans un pays et renvoient de l'argent généralement à leur famille dans un autre pays. C'est un marché qui fait 500 milliards par an. C'est un marché qui est globalement accaparé par 4-5 entreprises majeures, vous avez Western Union, TransferWise, etc., qui en général ont des taux de commission environ à 8% de la transaction. Donc si vous envoyez 1 000 €, on vous prélève autour de 100 €, parce que c'est 10% à peu près le taux sur certains services. Ici, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme, ça vous coûtera 10 centimes en moyenne, ça vous prendra 10 minutes, donc je peux littéralement prendre mon téléphone et envoyer de l'argent à Kuala Lumpur, ça prendra 10 minutes, ça m'aura coûté 10 centimes. Les services financiers traditionnels sont incapables de proposer ce service-là. Donc rien que ça, si quelqu'un vous demande quelle est l'utilité de Bitcoin, vous en avez une. Alors évidemment, dans le temps imparti, je n'ai pas le temps de vous détailler toutes les autres, mais c'est une des principales utilités que peut avoir Bitcoin aujourd'hui.